Bonjour et bienvenue sur Sika Infomag. Bujumbura renoue avec les manifestations de l'opposition. Ceci au lendemain du coup d'état militaire manqué contre le président Pierre Nkurunziza qui a effectué son retour triomphal au Burundi. Depuis quelques heures alors, les putschistes burundais sont devenus des maquisards. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper ont été mis aux arrêts et déjà des procès ont démarré dans cette affaire du coup d'état manqué dans le pays de Pierre Nkurunziza. Retour du président Nkurunziza au Burundi. Que retenir de l'échec du coup d'état militaire? C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Ensuite, nous nous intéresserons à la Côte d'Ivoire, où depuis le vendredi 15 mai, il a été officiellement lancé une coalition nationale pour le changement qui ambitionne d'affronter le président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015. Force et faiblesse d'une telle initiative qui rassemble certains opposants tels que Mamadou Koulibaly et des ténors du PDCI comme le président Charles Konan Banny ou encore un certain Amara Essi ou Bertin Konankwadio alias Kakabe. Ce sera le deuxième sujet en discussion ce jour sur Sika Infomag, votre magazine d'information consacré à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Mais avant le débat, voici le flash d'information. Au Burundi, de petits groupes d'opposants au président Nkurunziza ont tenté de se rassembler ce lundi dans plusieurs quartiers de Bujumbura où des militaires ont été déployés pour les disperser. C'est au lendemain de l'apparition publique du président Nkurunziza, une première depuis l'échec du coup d'État et à 10 jours du début des élections générales. Au Burkina Faso, Maître Benewende Sankara, âgé de 56 ans, a été désigné candidat des sankaristes pour la présidentielle d'octobre prochain. Les sankaristes constituent un courant politique se réclamant des idéaux de l'ex-président et révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors du coup d'État de 87. Enfin, en Libye, quelques 400 migrants clandestins ont été arrêtés par les autorités avant leur embarquement pour l'Europe. Ces migrants, en majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ont été arrêtés à l'aube alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à Tajoura, une petite ville à l'est de Tripoli. Plusieurs femmes enceintes figuraient dans le groupe. Retour du président Pierre Nkurunziza au Burundi. Que retenir de l'échec du coup d'état militaire? C'est le premier sujet en débat dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. Aujourd'hui, nous mènerons le débat sur le Burundi avec Lama Balo. Il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons également la compagnie sur ce plateau de Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Lama et bonjour aux téléspectateurs. Je reste avec vous, Joël Yetonji. Ma première question s'adresse à vous. Alors, le coup d'état militaire a échoué au Burundi. Le général Niyombare n'a pas pu donc réussir son coup. À votre avis, quelles sont les raisons de cet échec, l'échec du coup d'état militaire au Burundi? Je ne vois que beaucoup d'interrogations, des interrogations auxquelles je me refuse d'apporter déjà de réponses. Mais apporter des réponses, justement, on est ici pour produire des réponses. Voyez-vous, ce qu'on a vu, la manière dont ce coup d'État, ou ce qu'on peut appeler, qualifier de coup d'État, s'est déroulé, nul au début de l'annonce faite de pouvoir imaginer que ça va se terminer comme ça s'est terminé. Donc, il y a lieu de savoir prendre du recul pour apprécier ce qui s'est passé, pour ne pas se voir en train de passer à côté de l'essentiel. Donc je reste plutôt avec de très grandes interrogations. Et je me demande si à un moment donné, Niyombare et les siens n'ont pas surestimé leur force de frappe, ne se sont pas vus trop au-delà de ce qui les attendait. C'est une interrogation parmi tant d'autres. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas aussi sous-estimé la loyauté de la grande muette à Nkurunziza? C'est aussi possible. Est-ce que, à un moment donné, Niyombare n'a pas été aussi dupé? C'est aussi possible. Parce que, voyez-vous, quand on nous a annoncé ce putsch, quand on nous a annoncé que désormais Niyombare prenait les rênes entre griffes du pouvoir, on a vu quand même des actions qui pouvaient croire ce que ce putsch pourrait aller jusqu'à son terme. On l'a vu annoncer que les frontières étaient fermées. On a vu un aéroport dont on a
éteint les lumières, on a évacué tout le personnel. Nkurunziza, qui avait la possibilité de revenir au pays, a dû faire demi-tour. C'était pas rien. Ensuite, on nous a parlé de concertation. Et c'est là que les choses n'ont pas marché. C'est là que les choses n'ont pas tourné rond. Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Les négociations ont achoppé à quel niveau? Qu'est-ce qui a fait que les négociations ont achoppé? Oui, à votre avis, qu'est-ce qui justement peut bloquer les négociations à ce niveau? Bon, de tout de go, on pourrait penser plutôt à l'impréparation. Parce qu'un coup d'État mené par un général bien cuisiné ne se termine pas de la façon dont ça s'est terminé. Et il faut dire, Niombaré, on l'a vu déjà à l'œuvre, aux côtés toujours de Nkurunziza, ou tout comme lui. Il a conduit les troupes dans d'autres conditions. Il ne pouvait pas rater ce coup-là. Alors, si ça s'est passé comme ça, je veux voir d'abord l'impréparation. Est-ce que l'homme n'était pas trop sûr de lui-même? Est-ce que ce n'était pas ce départ de Nkurunziza du pays qui leur a fait dire, eh bien, on peut essayer de voir ce que ça va donner. Et ensuite, face à cette résistance et la suite, ils se sont dit, ça ne vaut pas la peine de continuer à trop forcer. Donc là, Mabalo, alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'échec de ce coup d'État militaire? Et pourtant, beaucoup de gens disent que le général Niombaré est un ancien d'une école militaire, une école de guerre. Merci pour la question. Moi, je reste encore sous le choc de ce coup d'État manqué, sous le choc parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui peut expliquer qu'on ait raté ce coup d'État. Je n'arrive pas à me l'expliquer parce que justement, ceux qui ont opéré ce coup d'État, vous l'avez très bien dit, ce ne sont pas des novices, c'est des gens qui connaissent très bien l'armée. Et le général Niombaré dont vous parlez était chef d'état-major de l'armée. Il était même le patron des renseignements. Donc il sait très bien, il a toutes les informations pour préparer et réussir un coup. Et c'est là où je me dis que, en plus de l'impréparation dont Joël l'a parlé, parce qu'effectivement, lorsqu'on est allé faire la déclaration sur une radio privée, c'est la preuve que on a voulu saisir l'occasion de l'absence du président pour faire le coup. Et donc, je mets ça sous le coup de l'impréparation, mais aussi sous le coup d'un manque de cohésion. Parce que on nous a parlé d'une discussion entre loyalistes et putschistes. Peut-être qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas pu s'entendre. Ils n'ont pas pu s'entendre sur la gestion de l'après-Nkurunziza. Ils n'ont pas pu s'entendre sur la place qui devait revenir à chacun. Peut-être que ça peut expliquer qu'on ait raté ce coup d'État-là. Mais en même temps, je me laisse aussi dominer par une pensée, celle qui pourrait m'amener à croire que le président Nkurunziza pourrait être même l'instigateur de ce coup. C'est ce que je voulais vous demander. Absolument, parce que... Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une manipulation? C'est ça que je dis. Peut-être qu'il a organisé ça lui-même. Peut-être qu'il a eu envie d'être plus crédible et plus fort dans son pays. Donc parce que la conséquence immédiate... Absolument. La conséquence immédiate de ce coup manqué, c'est que le président Nkurunziza devient plus fort. Très fort. Vous allez voir que même la mobilisation dans la rue a cessé. Les gens ont peur parce qu'ils ne savent plus exactement à quelle sauce ils seront mangés. Donc le président, c'est un homme politique, c'est un maquisard, un ancien maquisard. Donc il a des stratégies de guerre. Il peut être allé jusqu'à organiser ce coup-là avec son ancien ami qui est Niombaré, revenir pour montrer qu'il est toujours fort, parce que c'est trop facile de le voir revenir comme il est revenu, et de le voir aussi fort. Donc moi, j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être en faisant, il cloue le bec à la communauté internationale. À tout le monde, aussi bien à la communauté internationale qu'aux Burundais. Parce que là, les gens auront même peur de l'affronter. Les gens auront peur de l'affronter. Au niveau de l'armée, vous avez constaté que au départ, c'est la police qui réprimait les manifestants. Mais de plus en plus, on a dans les rues de Bujumbura l'armée. Donc l'armée est devenue plus forte. Je crois que c'est dommage. C'est dommage parce que dans la région de l'Afrique de l'Est, les autres présidents qui ont des velléités, les autres présidents qui ont des ambitions vont s'inspirer de ce cas burundais et devenir plus forts. Voilà. Je n'ai encore jamais vu dans un pays ce cas de figure. Je ne sais pas si je me trompe, mais de mémoire de journaliste, c'est la première fois que je vois un cas de figure où le président a été relevé, déposé, comme on l'a fait, et qu'il soit revenu aussi facilement, et qu'il vienne au devant de la face, de la presse et tout le reste, et qu'il ne parle même pas de ce coup, qu'il parle d'autre chose. Non, je trouve que c'est un cas d'école, et moi, peut-être en tant que journaliste, je n'ai pas le droit, mais je suis un peu déçu quand même, parce que j'aurais voulu qu'on en finisse une fois pour de bon. Joël Yetondy, vous voyez peut-être une manipulation, un coup monté, peut-être de la part de Pierre Nkurunziza lui-même, ou bien l'impréparation du général Niombaré? C'est un paramètre qu'on n'a pas exclu non plus. Tout est possible dans ce qui s'est passé. Mais
comme l'a souligné tout à l'heure, donc l'âme, c'est beaucoup plus ce que ce coup d'État a laissé comme goût. Et rarement un coup d'État a suscité autant d'intérêt sur le continent. Tout le monde avait les yeux rivés sur le Burundi. On a cru comprendre à un moment donné que tout le monde applaudissait ce qui se passait, ce coup d'État. Or, on est tous démocrates, disons-nous. Cela est symptomatique d'un ras-le-bol général. Tout le monde souhaitait presque ce départ-là, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un chef d'État, fût-il l'élu du peuple, qui est en train de diriger la nation au nom du peuple, pour le bien du peuple, qui se voit aujourd'hui refuser une nouvelle gestion et qui s'entête, mais dans quelles conditions, de quelle façon, prêt à marcher sur ses citoyens, le cadavre de ses citoyens, on ne pouvait que souhaiter vraiment la réussite totale de ce coup. Malheureusement, aujourd'hui, le pays est partagé. Il y en a qui le soutiennent. À travers ce coup, on a la démonstration qu'il y a un camp qui soutient le président Nkurunziza. Avec le coup d'État, même dans l'armée, il y a un camp qui le soutient. Il a réussi à démontrer qu'il y a toujours du soutien autour de lui. Oui, il avait du soutien. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est l'autre lecture qu'il faut en faire. Manifestement, on a vu une rue qui était très déterminée, je veux parler de la société civile, et de tous ceux-là, des opposants qui ouvertement ont manifesté leur désir de voir Nkurunziza partir. Au niveau de l'armée, on avait une lecture un peu mitigée, on ne savait pas ce qui se passe. Mais ce coup a prouvé encore, s'il en est besoin, de le souligner, qu'au sein de l'armée, on ne parle pas le même langage. Oui, et même s'il en sort renforcé, c'est plutôt la gestion qu'il va devoir faire de ce coup qui va justifier la suite. S'il ne gère pas très bien. Qui m'étonne, Joël dit. Moi, j'ai jamais vu un coup d'État où on n'a jamais annoncé un bilan. Jusqu'ici, on n'a pas le bilan de nombre de morts, justement, au lendemain de ce coup. Oui, on ne pouvait pas l'avoir. Personne ne parle de nombre de morts. Il y a beaucoup de facteurs qui ont participé à ce à quoi nous avons assisté. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de morts, alors? C'est possible qu'il y ait de morts. On n'a pas eu de morts, mais qui a intérêt négocié, on est tenté de le dire. Non, vraiment, il y a un flou, c'est clair, qui a entouré ce qui s'est passé. Mais je dis, tout le monde a contribué à cette situation. Et le grand perdant se trouve être le peuple burundais. À commencer même par cette communauté internationale. Parce que, personnellement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et quand ça s'est passé de cette façon, on était encore en pleine opération. Quand on a entendu cette communauté internationale, c'est un sujet, une fois encore, de cette façon, contre ce putsch. Et dire que Pierre Nkurunziza reste le seul maître à bord, reste le président légalement élu. Oui, jusqu'à la fin de son mandat. Non, écoutez, de la façon dont ça s'est fait. Pierre Nkurunziza qui était encore en Tanzanie, où on pouvait encore négocier avec lui son départ. Si c'est qu'on veut fusiller ce qui est en train de se passer, négocier avec lui un renoncement officiel de son mandat, on ne l'a pas fait. Et alors que l'opération était en cours, tout le monde en était à marteler que Pierre Nkurunziza demeure le seul président. C'est une façon de dérouter ceux qui étaient en pleine opération et d'apporter une caution morale. C'est mal étudié, s'il vous plaît. C'est mal étudié de la situation. D'apporter une certaine caution à ceux qui étaient à mater encore la population, de redoubler d'ardeur et d'aller au front et de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Pendant qu'on est en train de le faire. La communauté internationale n'a pas soutenu les putschistes. On n'a pas soutenu les putschistes. On avait à trouver la manière, à décourager. On avait en ce moment-là toute la force requise pour amener Nkurunziza à renoncer à son troisième mandat. Ce qui a été fait aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité d'amener Nkurunziza plus que fort que jamais, comme vous l'avez mentionné, victorieux, définitivement, devenir le seul maître à bord, le justicier et tout à la fois. Est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité? Vous avez vu, il a nagué tout le monde et la communauté internationale. Il n'a même pas pipé mot par rapport à son troisième mandat. Est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité d'enrayer le mal? Le mal d'où est venu ce coup de force? Un coup de force qui a répondu à un autre coup de force parce qu'on demandait à un président de rempiler et de renoncer à son troisième mandat. Il dit non, il ne va pas le faire. Mais la communauté internationale, en martelant rien que à savoir que Pierre Nkurunziza reste le seul maître à bord, le président élu, en le disant de cette façon, alors qu'il y a une opération en cours, en n'essayant pas de ramener Nkurunziza à la raison parce qu'il avait la possibilité de le faire, en ne le faisant pas, est-ce qu'il n'a pas apporté sa caution à ce qui s'est passé? Nous allons prendre l'avis de Donclam Mabalo. Pour les quelques informations que j'ai ou pour la petite formation en relations internationales que j'ai, vous ne verrez jamais une communauté internationale
soutenir un putsch. Ce n'est pas possible. Je ne demande pas ce qu'on non, soutienne. non, je dis mais pendant que à mots voilés, chers collègues. Il faut qu'on essaie déjà, on avait la possibilité. À ce moment, reconnaissez avec moi que Nkurunziza était affaibli. On avait la possibilité de faire entendre raison à Nkurunziza, mais on ne l'a pas fait. On lui a laissé la voie bien ouverte pour revenir en force comme il l'a fait et continuer. C'est pas le rôle de la communauté internationale. Ah, le rôle de la communauté internationale, c'est quoi? Je vous ai laissé mais on dit, non, s'il vous plaît, c'est là le mal, c'est là le drame. On dit la communauté internationale, à un moment donné, dit, nous sommes contre un 3e mandat de Nkurunziza. Alors, il s'est trouvé un homme plus fou que Nkurunziza pour dire hâte à ce qui est en train de se faire. Et il a fait un coup de force contre un coup de force. C'est mal étu. Et en le faisant de cette façon-là, non, je dis, en le faisant de cette façon-là, il donne tout au moins la possibilité à la communauté internationale d'interpeller. On vous a suivi. On l'a pas fait. Mais on joue à quel jeu? Je dis c'est malsain. Oui, on vous a suivi, Joël. Alors, donc à Mabalo, vous pensez... La communauté internationale ne fonctionne pas comme ça. Entériner un putsch est contre toute institution, tout système politique. Attendez, non, s'il vous plaît. La communauté non, je suis désolé. C'est donc là on parle comme ça, c'est à moi que je demande à la communauté internationale d'enterrer où je dis non. Mais je regrette sa façon de jouer. Oui, mais laissez-le présenter ses arguments. À mots voilés, chers collègues, vous êtes en train de demander à la communauté internationale, n'est-ce pas, de se prononcer sur la possibilité ou non. La communauté internationale demande à Nkurunziza de continuer son entêtement. C'est vrai. Non, c'est vice-versa. La lecture, elle est ouverte. Oui, mais laissez-le finir son argumentaire. Aucun pouvoir ne se prend par la force. C'est un principe de la communauté internationale. Et jusqu'à la date du putsch, attendez, jusqu'à la date du putsch, aurait pu soutenir non, ce n'est pas possible. C'est putschiste. À la date du putsch, ça a été fait dans d'autres pays. Si leurs intérêts étaient en jeu, cela aurait été possible. On l'a vu ailleurs. À la date du putsch, le président Nkurunziza était encore en fonction. Président officiel. Il était encore dans son mandat. Et je n'en disconviens non plus. Et dans tous les pays au monde, il y a eu putsch. La communauté internationale, par principe, d'abord, condamne le putsch. C'est le putsch qui est condamné. Et c'est ce que la communauté internationale a eu à faire. En Burundi, oui, on a condamné le putsch. Oui, mais pourquoi il n'y a pas eu des soutiens quand même en dessous? Si cette rébellion, si ces putschistes justement... Personne ne sait s'il y a eu des soutiens en dessous ou pas. S'ils avaient senti un soutien, vous ne pensez pas qu'ils allaient maintenir... Je pense pour voir ce qui s'est passé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, je le dis encore une fois, nous ne pouvons pas accuser toujours les autres des problèmes qui sont les nôtres. C'est systématique. Vous ne savez pas, ni vous ni moi, personne ne sait si en dessous, en sous-marin, la communauté internationale a posé des actes ou pas. Mais officiellement, ne vous attendez pas à ce que la communauté internationale dise nous soutenons le putsch. C'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est même pas normal. Vous comprenez? Alors, la responsabilité ici, c'est au peuple burundais. Parce que lorsque, et ça je le dis souvent, lorsqu'un mur n'est pas lézardé, le lézard n'y pénètre pas. Le peuple burundais a fait quoi en ce moment précis? C'était la possibilité pour le peuple burundais de descendre dans la rue. Même l'opposition est restée absolument, et de faire pression sur l'armée. Pour que, mais écoutez, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est le peuple et l'armée. Qui a profité justement de la situation. Exactement. L'armée ici a fait le putsch. Même si au niveau de l'armée, il y avait mésentente, si le peuple burundais s'était mobilisé comme un seul homme et était descendu dans les rues, ce putsch aurait marché. Donc moi, je n'incrimine pas la communauté internationale, mais j'incrimine le Burundi, j'incrimine le peuple burundais, parce que la communauté internationale ne viendra pas choisir aux Burundais leur président. Pour le moment, Nkurunziza est encore président du Burundi, et la communauté internationale ne peut pas applaudir un putsch. Ce n'est pas possible. Vous savez, c'est très subtil ce que nous disons. Le président Nkurunziza, et moi, je confirme, c'est ma lecture, je pense qu'il n'est pas étranger à ce coup. Parce qu'on a profité de ce coup pour régler des comptes, notamment aux médias. Regardez le traitement qu'on fait de la presse privée. N'oubliez pas que le général Niyombare est allé sur une radio privée faire sa déclaration. Vous savez ce qui a suivi? On a détruit des médias privés. Il y a une liste noire de journalistes qu'on veut poursuivre et arrêter, et peut-être même abattre. Donc le putsch a promis ou a permis au président Nkurunziza de régler beaucoup de comptes. Le problème est d'avoir au niveau de l'armée, un boulevard devant lui. Dans les médias. Et d'avoir un boulevard, comme vous dites, devant lui aujourd'hui. Dites-moi, même si quelqu'un a une idée de putsch au Burundi, est-ce qu'il pourra avoir l'audace et le courage d'aller jusqu'au bout? Je ne pense pas. Et je crois que c'est le peuple burundais qui perd beaucoup. Laissez la communauté internationale. Nous allons évoluer. Je suis d'accord que le peuple a un grand rôle à jouer. Non, je suis d'accord que le peuple a un grand rôle à jouer. Mais si c'est vrai que cette communauté a aussi sa part de responsabilité, nous devons la souligner. Officiellement, je dis non, je dis, mais
la communauté internationale n'a-t-elle pas la possibilité de se prononcer comme elle l'a fait? Oui, elle l'a fait, elle s'est prononcée. Mais cette façon de se prononcer, au moment où... Elle aurait dû dire quoi? Donnez-nous un exemple. Elle aurait dû dire quoi? C'était l'occasion rêvée pour cette communauté internationale, alors que Nkurunziza était en Tanzanie, de l'interpeller. D'interpeller qui? Mais Nkurunziza... Pour lui demander quoi? Le renoncement au troisième mandat, on pouvait encore, à un moment où l'intéressé se sent fragilisé, où il avait à chercher un abri. Parce que rien n'était encore clair. Nkurunziza a pris son vol pour son pays, l'aéroport était fermé, c'était encore une occasion rêvée. Mais je dis une fois encore, c'est vrai, la communauté internationale a fait comme elle pouvait. Parce que si nous voulons être objectifs avec nous-mêmes, la communauté internationale n'intervient que quand ça l'arrange. Ça, c'est sûr. Mais je dis, non, c'est vrai, la communauté internationale n'intervient que quand ça l'arrange. Mais aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que leur destin, c'est vraiment dans leurs mains. Ils sont les seuls à pouvoir décider de l'orientation à donner leur vie. Non, je ne dis pas une chose, je situe les responsabilités. Je situe la responsabilité en ce qui concerne cette communauté internationale. Si vous ne pouvez pas apporter le bonheur à quelqu'un, laissez-le simplement gérer son destin. C'est ça ou rien. Mais la communauté internationale, si elle ne pouvait pas accompagner ce peuple qui n'a pas, à un moment donné, compris qu'il devait venir à la rescousse de cette armée, elle ne fait pas cette déclaration. Nous allons évoluer. À quelques heures seulement du putsch. Mais ce n'est pas possible. Nous allons évoluer. À quelques heures, pouvait encore se nous allons évoluer à présent. Nous allons tirer les conséquences justement de cet échec, de ce putsch manqué. Donc là, Mabalo, dites-nous quelles pourraient être les conséquences d'un tel échec sur la suite des événements politiques au Burundi? Non, j'ai commencé par le dire. Vous avez déjà vu le traitement qu'on fait de la presse. La presse même a été affaiblie au Burundi. Donc, à partir de cet instant, le président Nkurunziza a la possibilité de faire passer le message qu'il veut. Et son message reste le message d'un troisième mandat possible. Aujourd'hui, c'est la radio nationale seule qui est écoutée. Absolument. Dans le et pays. Ça, il n'y a plus de radio privée. C'est au profit de qui, ça? Au profit du président Nkurunziza. Et le président a déjà, envers et contre tous, a déjà parlé d'un report des élections locales. D'un report probable des élections. Puisque les élections sont prévues pour le 26 mai, normalement. Ça va être reporté. Parce que le putsch en question sera l'argument pour tout report, l'argument pour toute impréparation. Et ça, c'est une conséquence fâcheuse. Parce que le président va faire, c'est une manœuvre dilatoire, il va faire du dilatoire, il va chercher à reporter les élections. Mais cette question du troisième mandat, c'est la question fondamentale. Et moi, tel que je vois la chose, avec la lecture que je fais, le président Nkurunziza sort grandi de ce putsch manqué. Et je me demande s'il ne va pas réussir son projet funeste, je le dis, d'avoir un troisième mandat. Alors, s'il décide aujourd'hui... Un troisième, voire même un quatrième mandat, parce qu'il peut modifier la Constitution. Puisqu'en face, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. L'opposition est restée muette. Le peuple burundais est resté muet. Aujourd'hui, l'armée qui n'était pas très impliquée dans la répression s'est impliquée dans cette répression. Donc, nous sommes en train d'avoir au Burundi un pouvoir dictatorial. Et là, la seule issue que je trouve, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est peut-être la guerre. C'est peut-être la guerre. C'est dommage, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une fois encore mais je ne vois pas de guerre dans ce pays. Mais je pense qu'à un moment donné, les Burundais vont prendre conscience de la réalité et s'auto-saisir. À quel moment on a eu Cela va arriver certainement. Attendons peut-être la fin du mandat constitutionnel de Nkurunziza pour voir ce qui peut arriver. On ne sait jamais, l'armée peut rebondir. Pour de vrai cette fois-ci. L'armée, le chef d'état-major qu'on a dit, qui est issu même des rues, peut rebondir, on ne sait jamais. Attendons la fin. On ne sait jamais. Cette fois-ci, un vrai. Je le souhaite. Je comprends votre prudence de journaliste, votre espoir et tout le reste. Je veux être dans l'espoir avec vous. Mais en même temps, je veux être réaliste. Vous savez, ce qui s'est passé au Burundi, moi j'ai été malade de ça. Parce que je ne voulais pas la mort du pêcheur. Mais je pense qu'on a eu l'occasion de régler une fois pour avec douceur cette affaire-là, avec bien sûr la bénédiction du peuple. Donc cette je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'elle est devenue très soudée autour de Pierre Nkurunziza. Au contraire, est-ce qu'elle n'est pas divisée aujourd'hui? Non, mais les putschistes... Il y a toujours des gens tapis dans l'ombre. N'oubliez pas que Pierre Nkurunziza... Les proches de Nion Barré, aujourd'hui, on ne peut pas tous les retrouver. Il était ex-chef d'état-major, donc n'était plus au contrôle. Il a eu le courage de dire au président Nkurunziza de ne pas renouveler son mandat et il a quitté ses fonctions pour ça. Mais vous parlez de quelle armée? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le président Nkurunziza, et ça je le dis avec beaucoup de désolation, est devenu très fort.
Et j'ai peur qu'il ne veuille plus entendre personne. J'ai peur qu'il n'écoute plus personne. J'ai peur qu'il ne veuille faire que ce qui lui passe par la tête. Dérouler son rouleau compresseur. Absolument. Joël Yetonji, les conséquences de l'échec de ce putsch sur la suite de la vie politique au Burundi. La conséquence immédiate, c'est un chef plus que jamais fort, un chef plus que jamais bien assis dans son fauteuil. Mais attention, le danger, pour ma part, est toujours là. Le chef doit savoir tirer leçon de ce qui a amené le Burundi là, même s'il a pu retrouver son fauteuil. À savoir qu'il va devoir gérer avec beaucoup de tact. Ce n'est pas évident d'avoir une justice impartiale, mais pour autant, de la façon dont le dossier de ceux-là qui sont arrêtés sera traité, de la façon dont ce dossier sera traité, l'armée sortira plus ou moins uni ou davantage affecté. Cette armée qui est juste une configuration de la société burundaise. Donc le retour à une armée divisée un peu comme par le passé, c'est encore là. Mais de l'autre côté, la situation telle qu'elle, le verre toujours dans le fruit, selon que Nkurunziza va revenir ou non sur sa position, il y aura des gens pour descendre encore demain dans les rues. Donc il y aura des gens qui vont encore payer de leur vie. Il y aura encore de l'étincelle dans l'air. Et nous voici encore replongés dans un bras de fer. Qui sait, qui pourra déboucher sur une bras guerre de fer? Il y a qui encore en face aujourd'hui? Il y a des gens en face. Parce que l'opposition est restée muette, elle a disparu. L'opposition est restée muette, l'opposition n'a pas su saisir l'occasion. Oui, vous avez constaté... Aujourd'hui, vous pensez que cette opposition peut vraiment faire face à Nkurunziza? L'opposition peut toujours... L'opposition peut toujours revenir à la charge parce que fondamentalement, il faut constater que la rue n'a pas attendu les putschistes pour faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Même si Nkurunziza, à un moment donné, à travers son dernier message, avant sa déclaration officielle, a confondu les manifestants aux putschistes. Et ce sera une très grave erreur de le faire de cette façon. Ceux-ci, c'est vrai, n'ont pas su profiter de l'occasion, mais en même temps, ils ont fait une démarcation claire entre les putschistes et eux. Et la volonté de voir un chef renoncer à un troisième mandat est manifeste, et ne pas respecter cette volonté peut amener quelques-uns à redescendre dans la rue. Oui, mais une chose est de se démarquer, mais la position de Nkurunziza est claire. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tout prochain marcheur est considéré comme putschiste et sera maté, traité comme si... Nous voici à la case de départ. Nous voici à la case de départ. Plus que jamais... Plus que jamais... Non, on a reculé sérieusement parce que... Plus que jamais... S'il vous plaît, plus que jamais... il sera déterminé à mater les gens. Mais plus que jamais, les gens seront prêts à se sacrifier. Et ce que la communauté internationale... Oui, attendons de voir. L'histoire nous donnera raison. Ils ont cru, à un moment, ils ont fait une mauvaise lecture. Ça peut arriver à n'importe qui. Ils ont cru que c'était gagné d'avance. Vous avez vu, l'Alliance populaire, pour eux, c'était dans la poche. Et c'était une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Ils n'ont pas su tirer leçon de ce qui s'est passé à côté, profiter de l'occasion. Mais je dis, si Nkurunziza s'entête, il y aura des gens pour descendre dans la rue. Pour ceux-là que moi j'ai vu au départ, il y en aura toujours qui vont descendre dans la rue. Nkurunziza continuera pas à mater les gens. La communauté internationale, comme à son habitude, restera dans son petit coin pour dire ne faites pas aller au dialogue et ça va s'enflammer. Et ça n'arrangera pas l'Afrique de l'Est. Ce sera un autre boulevard pour d'autres, comme Kabila et consorts. Et l'Afrique ne s'en sortira pas gagnant. Moi, je pense que les ardeurs ont été éboussées. Soyons clair. Parce qu'au départ, j'ai vu des Burundais qui pourchassaient des policiers. Je l'ai déjà dit dans ce studio. J'ai vu des Burundais qui étaient décidés. Donc, ce n'est pas perdu. Non, c'est perdu un peu de mon point de vue. Parce que les ardeurs ont été émoussés, comme je le disais. Je n'ai pas vu, au moment du putsch, ce peuple burundais que je voyais dans les rues. Et ça m'a inquiété un tout petit peu. Mais il y a un détail important que vous semblez oublier, c'est que le président Nkurunziza est un ancien maquisard. Donc, l'armée ne lui est pas étrangère, à lui, au président Nkurunziza. Et il connaît les stratégies de guerre. Il connaît ceux qui sont dans l'armée, il les connaît tous. Donc je crois qu'aujourd'hui, la position du président Nkurunziza est une position viable. Quand vous parlez d'une armée divisée, oui, je veux bien croire, mais celui qui a fait le coup et qui est parti, on ne sait même pas où il est, mais il y a des procès qui ont été ouverts. Les gens seront accusés et tenez-vous tranquille, on va leur donner des sentences, je ne dirais pas exemplaires, mais des sentences telles que plus personne n'aura encore le souci, même l'idée de faire un putsch au président Nkurunziza. C'est important. Et donc, moi, non, vous pouvez me croire sur parole. C'est vrai que je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je fais la lecture que le Burundi
la meilleure des choses, Joël ne veut peut-être pas qu'on le dise, mais la meilleure des choses qui puisse arriver aujourd'hui au Burundi, c'est une escalade. C'est la guerre. On n'en est pas à l'abri. Oui, on n'en est pas à l'abri. Tout dépendant du choix de Nkurunziza, le choix qu'il aura fait. Quel choix? Vous pensez qu'il va laisser? Il a un choix à faire. Nous devons souhaiter, nous devons conseiller beaucoup plus. La paix, chers invités, merci. Sika Infomag se poursuit. Nous allons à présent marquer une pause pour faire un tour de l'actualité, le récapitulatif de l'actualité en Afrique et dans le monde entier. Ce sera à travers ce flash d'informations que je vous invite à suivre. Au Burundi, des petits groupes d'opposants au président Nkurunziza ont tenté de se rassembler ce lundi dans plusieurs quartiers de Bujumbura où des militaires ont été déployés pour les disperser. C'est au lendemain de l'apparition publique du président Nkurunziza, une première depuis l'échec du coup d'État et à 10 jours du début des élections générales. Au Burkina Faso, Maître Benewende Sankara, âgé de 56 ans, a été désigné candidat des sankaristes pour la présidentielle d'octobre prochain. Les sankaristes constituent un courant politique se réclamant des idéaux de l'ex-président et révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors du coup d'État de 87. Enfin, en Libye, quelques 400 migrants clandestins ont été arrêtés par les autorités avant leur embarquement pour l'Europe. Ces migrants, en majorité originaires de Somalie et d'Éthiopie, ont été arrêtés à l'aube alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer à Tajoura, une petite ville à l'est de Tripoli. Plusieurs femmes enceintes figuraient dans le groupe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag. Un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon 2e mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag se poursuit. J'ai toujours sur ce plateau donc Lamabalo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Il est rejoint par Emmanuel Crépi de la rédaction de Sika TV. Ce sera pour débattre de notre deuxième thème du jour. Présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Force et faiblesse de la coalition nationale pour le changement. Un regroupement mis en place par des ténors du PDCI et d'autres opposants politiques contre le président Alassane Ouattara. Ce sera juste après ce générique. Une coalition nationale pour le changement pour prendre le pouvoir en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Emmanuel Crépi, bonjour. Bonjour Joël. Quelles sont les forces et faiblesses d'un tel regroupement selon vous face au président Alassane Ouattara? Merci Joël. Je crois qu'il faut déjà commencer par apprécier cette coalition qui a toute sa place sur l'échiquier politique ivoirien. Parce que ça s'inscrit dans la droite ligne de notre son de cloche qui a longtemps manqué dans le paysage politique ivoirien. Parce que, ne l'oublions pas, depuis la crise au lendemain de la crise, nous avons connu un système politique unipolaire, unidimensionnel, parce que la machine d'État conduite aujourd'hui par Alassane Ouattara est soutenue par l'autre formation politique de taille qui est le PDCI. Donc aujourd'hui, je crois que cette coalition vient donner tout son sens à la démocratie ivoirienne, vient donner tout son sens à la politique ivoirienne. C'est une forme de renaissance, on peut le dire, d'une opposition véritable ivoirienne. Maintenant, venons-en à la force, aux forces et aux faiblesses de cette coalition. D'abord, ne l'oublions pas, c'est une coalition qui est fondée sur près de 13 cadres politiques non négligeables du landerneau politique ivoirien. Des gens comme Charles Konambani, des gens comme Amara Essi, des gens comme Kona Kwadio Bertin, qui ne sont pas des novices politiques, des acteurs qui connaissent bien le terrain politique ivoirien pour avoir capitalisé des expériences, des acteurs qui électoralement pèsent lourd sur l'échiquier
politiques ivoiriens, même si actuellement il serait un peu difficile de savoir ce qu'ils valent actuellement, parce que c'est des gens qui viennent quand même, qui ont été élus sous le manteau d'autres partis tels que le PDCI et consorts. Cette force, cette coalition constitue une force parce qu'ils sont en train de réussir aujourd'hui à faire ramener sur l'échiquier politique ivoirien le FPI. C'est une partie du FPI qui est resté fidèle au président Laurent Gbagbo et qui a eu pour cœur de lutte de la stratégie de lutte de son parti, la libération de ce dernier. Et quand on dit la partie du FPI qui est restée fidèle à Laurent Gbagbo, vous voyez le monde que ça peut drainer derrière cette coalition aujourd'hui. Venons-en aux faiblesses de cette coalition. C'est une coalition qui donne l'impression d'être créée contre un homme. Et la question que je me pose aujourd'hui est de savoir si au lendemain des élections, parce qu'on a comme l'impression que c'est créé dans le cadre des élections, mais au lendemain des élections, lorsque le président Ouattara n'aura plus rien à gagner ou rien à perdre, quelle sera la stratégie de lutte de cette partie? Deuxièmement, c'est une coalition qui est appelée à aller aux élections, mais qui est composée d'éléments venus d'horizons divers. Comment peuvent-ils aujourd'hui s'entendre pour désigner un candidat? Parce que c'est l'objectif, désigner un candidat qui ira contre le président Alassane Ouattara. Ce sont des acteurs qui viennent d'autres partis et qui viennent un peu affaiblis également, parce qu'ils ne viennent pas avec la totalité de la force que représente la partie d'où qu'ils viennent. Leur coalition, leur parti d'origine. Voilà un peu les faiblesses qu'on peut noter par rapport à cette coalition. Mais il faut le répéter, c'est une coalition qui a sa raison d'être sur l'échiquier politique ivoirien. Pour diversifier justement les opinions politiques en Côte d'Ivoire. Donc là, Mambalo, les forces et faiblesses de cette coalition. Vous pensez que cette coalition peut vraiment faire peur au président Alassane Ouattara? Je salue la naissance de cette coalition. Je pense que pour le débat démocratique en Côte d'Ivoire, il était important que nous ayons cette coalition. Seulement que j'ai l'impression que, par exemple, je prends Henri Konabani, par exemple, n'est pas d'accord. Charles Konabani, plutôt. Oui, je fais la confusion avec Henri Konabédié, tout le reste, c'était ensemble. Mais voilà, il n'est peut-être pas d'accord sur le choix de Henri Konabédié de rejoindre le président Ouattara. Donc ça peut lui faire mal parce qu'il a envie, lui aussi, de briguer la magistrature suprême. Au niveau du FPI, il y a des gens qui ont envie également de briguer la magistrature suprême. C'est pour ça que je suis d'accord avec Emmanuel lorsqu'il dit que le défi principal de cette coalition, c'est d'avoir un candidat unique en face de Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ça la chose la plus difficile. Lorsque vous lisez la charte de cette coalition, on dit qu'on se bat pour la libération des prisonniers politiques, dont Laurent Gbagbo. Mais je ne sais pas si on peut atteindre cet objectif-là. Le procès va s'ouvrir le 10 novembre prochain. On attendra de voir... Au lendemain des élections. Exactement. On attendra de voir ce qui est reproché à Gbagbo. Mais quand on a dit ça, en même temps, ça veut dire quoi? Ce n'est même pas possible d'avoir la libération de Laurent Gbagbo avant les élections. Ça, c'est déjà une faiblesse de mon point de vue. Première chose, on demande la dissolution de la commission électorale indépendante parce qu'on pense que cette dissolution-là, enfin, cette commission électorale indépendante est pro-Ouattara. Mais en même temps, ils disent qu'ils ne sont pas contre quelqu'un, mais qu'ils sont pour le changement du débat démocratique. Non, quand vous demandez de dissoudre la commission électorale indépendante parce qu'elle est pro-Ouattara, ça veut dire que... On est pratiquement à 6 mois des élections. Oui, ça veut dire que clairement, c'est Ouattara qui pose problème. Et ce n'est pas évident qu'on ait également cette décision-là. En fait, qu'on ait cette volonté de la coalition d'avoir la commission électorale dissoute. Donc pour moi, c'est des combats. La charte repose sur des combats dont on connaît l'issue. En réalité. Donc vous voulez dire que cette coalition, ce n'est qu'un regroupement de frustrés, c'est ça? Ou bien c'est un éléphant au pied cassé, c'est ça? Vous utilisez des mots forts. Aidez-moi à trouver moi, les je bons pense justes. que la coalition vient un peu trop tard, de mon point de vue. Moi, c'est ma lecture personnelle. Elle vient trop tard. Elle aurait pu venir plus tôt. Elle vient trop tard. Donc, absolument. Par rapport à un Ouattara qui est organisé, à un Ouattara dont on a fait la cérémonie d'investiture il n'y a pas longtemps, à un Ouattara qui a le soutien de Henri Konabédié, c'est important. Je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, mais ça va être très rude pour les élections. Et j'ai bien l'impression que la coalition après Ouattara aura des problèmes à se maintenir debout. C'est comme au Bénin. C'est comme au Bénin, par exemple. Vous voyez, l'opposition, elle est trop émiettée. Il y a trop de composants de l'opposition face à un pouvoir qui est organisé
et qui a une structure claire. Alors, donc là, Mabalo, imaginons un scénario. Par exemple, cette coalition qui vient de se mettre en place arrive à se mettre avec le FPI. Tout le FPI sans clan, c'est-à-dire le FPI de Pascal Afing, et sans quelle que soit la coloration du FPI, ils arrivent à se mettre en place pour former un bloc de l'opposition. Est-ce que ce bloc ne peut pas inquiéter le président Ouattara? Mais le FPI même est déjà divisé. Oui, mais s'ils arrivaient à s'entendre, à se mettre ensemble, à se comprendre. C'est une hypothèse. En tant qu'analyste, nous ne pouvons pas exclure d'emblée les hypothèses. C'est une hypothèse, mais cette hypothèse me semble invraisemblable. Pourquoi? Parce que au sein Nous sommes en politique, hein, vous savez, tout est possible en politique. Oui, mais en politique, on a aussi besoin de temps. Comme l'autre l'a dit, la politique, c'est l'appréciation saine des réalités de l'heure. Oui, ils peuvent s'entendre. Mais on a besoin de temps aussi. Mais vous parlez comme si en face on dormait. Vous parlez comme si en face le président Ouattara ne faisait rien pour raffermir son pouvoir. Vous voyez les actions qu'il fait. Il fait beaucoup d'actions. Sur le plan social, il a limogé la dernière fois le ministre des Sports pour des questions de primes. Vous pensez que c'est anodin? Vous pensez que ce n'est pas une façon... Et il a fait entrer dans le gouvernement de nouvelles personnes, bien justement. Sûr, bien sûr. Donc en face, il y a également un stratège politique. Le président Ouattara, on ne peut pas négliger le président Ouattara. Moi, ma joie, personnellement, c'est d'avoir remarqué que sur le débat politique en Côte d'Ivoire, il y aura des têtes pensantes, il y aura des têtes fortes, des positions fortes. Cela pourrait radicaliser les uns les autres et faire avancer le débat démocratique en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour inquiéter le président Ouattara au point de lui faire perdre le pouvoir, j'attends de voir. Vous doutez. Je doute. Alors, Emmanuel Crépy, un rassemblement, une coalition du genre qui se met avec le FPI unifié, est-ce que vous pensez que cela peut inquiéter le président Alassane Ouattara? Inquiéter le président Alassane Ouattara, je crois que ce serait trop dire. Parce que, comme Donklam l'a dit, c'est une coalition qui arrive un peu trop tard. Et je crois aujourd'hui que le président Alassane Ouattara a un bilan qui parle. Un bilan qui parle au regard des Ivoiriens. Si on met de côté les querelles fratricides qui divisent aujourd'hui les Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a un bilan qui parle pour lui. Et pour une coalition qui naît à quelques mois seulement des élections, à 6 mois des élections. À 6 mois des élections, je crois que inquiéter le président Alassane Ouattara serait trop dire. Maintenant, si cette coalition, comme vous l'avez dit, cette hypothèse que vous avez énoncée, si cette coalition arrive à emballer tout le FPI, je crois qu'il y aura quelque chose en face. Je crois qu'il y aura un vrai combat en face. Mais comme Donklam l'a dit, cela paraît à mes yeux également invraisemblable. Donklam se demandait pourquoi cette coalition n'est pas venue un peu plus tôt. Je voudrais souligner quelque chose. Cette coalition ne pouvait pas venir un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que les frondeurs du PDCI, tout est parti de là. Les frondeurs du PDCI n'ont rien contre le PDCI. Il n'y a pas eu un problème d'idéologie qui divise aujourd'hui le PDCI. Il a fallu le choix. Il a fallu le choix d'un candidat. Et je crois que ce n'est pas une raison valable pour créer une fronde au sein d'un parti, encore que ce parti a au sein de l'appareil d'État ancré ses barons. Ces barons sont bien les barons du PDCI, je l'ai toujours dit, sont bien ancrés dans l'appareil d'État que conduit aujourd'hui Alassane Ouattara. Et donc, cela ne pouvait arriver qu'en ce moment précis, au moment de choisir celui qui conduira le parti aux élections présidentielles. Donc voilà un peu les faiblesses aujourd'hui, parce que les frondeurs, tout est parti des frondeurs du PDCI, comme je l'ai dit, qui ont bondi aujourd'hui sur le clivage, les querelles qui divisent aujourd'hui les acteurs du FPI et en sont en train de surfer là-dessus pour pouvoir aller contre le président Alassane Ouattara. Mais je dis... Est-ce à dire que cette coalition va consacrer la division pour de bon du PDCI? Oui, on peut envisager cela. Le président Henri Konan Bédié peut décider d'exclure justement cela aujourd'hui. Je crois que c'est une décision qui arrivera où on peut dire aujourd'hui que la mise en place même de cette coalition est en train de signer le départ de ces acteurs, de ces pions du PDCI, même du parti du PDCI. Mais il faut souligner quelque chose. Kouadio Konan Bertin. Oui, Kakabé. Kakabé, il n'en est pas à sa première révolte contre le président Konan Bédié. On l'a suivi il y a 2 ans lors de la convention du congrès du parti. Il a voulu être le président du parti ou faire partie le président Henri Konan Bédié, compte tenu des statuts du parti, mais il n'a pas réussi à le faire. L'homme a réussi à se faire élire à plus de 80% des voix, ce qui prouve aujourd'hui tout le poids que représente encore
Henri Konan Bédié, qui est toujours le président du PDCI. Et donc aujourd'hui, dire que cette coalition inquiétera le président Alassane Ouattara, je ne le vois pas. Donc là, sommes-nous de l'éclatement du PDCI? Je pense que la fronde aurait pu arriver plus tôt. Aurait pu arriver plus tôt. Cette coalition aurait pu arriver plus tôt. Si elle l'avait été, il y aurait eu beaucoup plus de chances. Parce qu'en politique, et je fais partie de ceux qui restent convaincus de ça, en politique, il n'y a pas de fait isolé. Il n'y a pas de fait isolé. Déjà, au sein du gouvernement de Ouattara, on a des adeptes, je le dis comme ça, du PDCI, bien représentés. Déjà, au niveau d'Henri Konan Bédié, on voyait déjà le rapprochement avec Ouattara au point où on a construit une grosse infrastructure en Côte d'Ivoire et on a donné le nom de Henri Konan Bédié à cette infrastructure-là. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir choisi ou d'avoir décidé de soutenir la candidature de Alassane Ouattara qui devrait amener la fronde. Les faits isolés, depuis des années en politique, devraient amener les frondeurs aujourd'hui à comprendre que M. Alassane Ouattara était le candidat ou est le candidat de Henri Konan Bédié. Donc moi je pense que je pense que ça peut arriver. Ce que vous préconisez là peut arriver, ça peut amener la rupture au sein du PDCI. Encore que je pense que la rupture est déjà là. Je crois que la rupture est déjà là. Il faut tirer les conclusions. Je ne suis pas ivoirien, je ne peux pas voter à la place des Ivoiriens, mais je pense que le président Alassane Dramane Ouattara a une longueur d'avance sur les frondeurs qui se sont organisés au sein de cette coalition. On lui fait le reproche aussi d'utiliser trop les médias publics, mais c'est le mal africain. Les chefs d'État africains, tous autant qu'ils sont, utilisent les médias publics. À partir du moment où vous avez l'effectivité du pouvoir et que vous êtes en exercice, vous utilisez les moyens qui sont là. Merci. Donc Lam Abalo, merci Emmanuel Crépy. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je ne voudrais pas aussi qu'on parle en termes d'éclatement du PDCI, parce que ceux qui partent n'ont pas ce poids nécessaire pour faire éclater le PDCI. Le PDCI demeure ce qu'il est. Non, ils ont merci. Merci. Merci, chers invités. Ce sera tout pour la première partie de cette émission consacrée à l'analyse de l'actualité brûlante sur le continent africain. Nous n'avons nullement la prétention ni l'intention d'être des donneurs de leçons. Nous apprécions juste les faits de l'actualité à l'aune de nos connaissances et expériences de journalistes et éditorialistes. Mais nous sommes persuadés que nos analyses aideront certains à reconsidérer certaines de leurs positions pour le bien-être de nos populations et pour l'essor du continent africain. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine d'information se poursuit à présent. Voici l'actualité économique à travers le journal de l'économie qui vient mettre un terme à Sika Infomag de ce jour. Je vous laisse donc suivre les nouvelles économiques du jour.